Salut à tous, Movistar épisode 2, on est sur Pro Cycling Manager 2025 et ce jeu peut nous intéresser dans la mesure où il y a encore des zones à un petit peu éclaircir, hein, comme chaque année je dirais, en rapport avec notamment ce qui est proclamé comme nouveauté, euh, avec pour moi la question principale de l'IA plus intelligente. Voilà, ça à ce stade-là et avant patch, donc ça se trouve tout ce que je vais dire là va être complètement désuet après la sortie d'un nouveau patch, je le souhaite. Mais pour le moment, je vois pas vraiment de différence d'IA avec les versions précédentes, en tout cas avec PCM 24, pour ne citer que lui. J'avais donc fait ce choix de la Movistar pour essayer d'expérimenter certaines zones du jeu. Il faudra probablement une autre équipe pour en explorer d'autres. Mais en tout cas, petite aventure avec ce Movistar, on verra où ça nous mène. Je pense qu'elle est suffisamment faible pour être intéressante à jouer et quand même elle a accès à des courses suffisamment avec un plateau suffisamment relevé pour pouvoir là aussi faire certaines observations. Euh, non, je ne crois pas gagner le Tour de France avec Enric Mas, mais il y a bien d'autres satisfactions qu'on peut avoir tout de même sans viser ce type d'objectif-là. En parlant d'objectifs, donc, j'ai coché le Tour de Catalogne, le Tour du Pays Basque, le Tour de France et la Vuelta comme objectif majeur de saison. Donc voilà, ce sera ça que je développerai le plus dans cette première saison. Sans oublier d'essayer de s'intéresser aussi à tout ce qui peut être prospection. Mais si c'est pas le cas dans cette partie-là, eh bien ça le sera dans une autre que j'aurai en parallèle pour essayer de comprendre le sponsoring et la nouvelle manière de gérer cela. Pour l'instant, on est sous contrat, mais on pourra peut-être pouvoir accueillir, qui sait, un co-sponsor avec la Movistar, sous contrat jusqu'en 2029 ici. Bon, évidemment, il y a toujours la traditionnelle petite séquence de planification qui est très importante en début de saison. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. On a essayé de rassembler nos forces et de prévoir nos pics sur les moments clés de cette saison à venir. Je pense par ailleurs que le Giro sera simulé et que si on veut avoir des perspectives d'avenir avec cette équipe-là, ce n'est pas tellement par le marché des signatures de coureurs libres pour 2026 qu'on arrivera à se satisfaire, mais peut-être plus vraisemblablement par le biais de la détection, en espérant arriver à attraper quelques bons jeunes. Alors là, évidemment, pour ce genre de choses, l'Amérique du Sud, avec en particulier la Colombie, peut être une cible majeure, mais également, je dirais, l'Espagne prioritairement, Portugal, qui sait, et l'Italie. Pourquoi pas, voilà, à peu près les cibles sont là. Dans le précédent épisode, j'avais joué un petit peu. Ça n'avait pas été forcément très très concluant en termes de satisfaction, mais nul doute que c'est à mettre sur le dos du début de saison et aussi du jeu qui n'avait pas été encore patché. Là, je vais vous proposer donc le Tour de Valence, ensuite le Tour d'Andalousie, et puis on terminera par le Omloop Het Nieuwsblad. Donc voilà un plateau intéressant pour le mois de février. La suite sera dans l'épisode 3. Allez, c'est parti. Alors, ce Tour de Valence, c'est une épreuve qui est très intéressante à jouer puisqu'il y a une variété de types d'étapes à disputer. Et puis j'ai sélectionné une équipe pas la meilleure possible autour d'Enric Mas, mais quand même une belle équipe avec une petite particularité liée au profil de cette première étape. Eh bien, j'ai essayé de rassembler quelques hommes un peu plus capables que les autres de rouler en TTT, c'est-à-dire en contre-la-montre par équipe. Un art un peu perdu, donc ça renforce un petit peu l'intérêt de ce Tour de Valence. J'ai calé tout le monde à 85, comme vous le voyez, en effort, sur une épreuve de 34 km. Et puis après, par contre, j'ai différencié la longueur des relais.
comme vous l'apercevez, tout en sachant que ce n'est pas très grave si on perd un ou deux coureurs dans cet exercice, puisque le temps qui va être retenu pour l'équipe, c'est probablement celui du 5e, mais ça je peux pas l'affirmer. Mais bon, voilà, traditionnellement c'était souvent ça, il fallait finir à 5. Mais des fois on a vu que finalement on prenait le 4e, on prenait le 3e, on prenait le 2e, bon bref. Voilà. Ici, je me permets en tout cas d'en perdre un ou deux. Mühlberger donc a très rapidement décroché. Il n'était pas tout à fait capable de suivre ses camarades. En revanche, on a quelques coureurs assez forts sur l'exercice, comme Will Barta ou évidemment Roméo. Et puis aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait investi pas mal d'argent sur les infrastructures avec Enric Mas, ce qui nous permet aussi d'avoir une note de contre-la-montre pour Enric Mas qui est un petit peu boostée. Voilà. Ça y est, on se retrouve désormais à 5 coureurs. Vous voyez, on est dans le final. On n'est pas ridicule, mais on va pas gagner. Le team UAE est au-dessus de nous, la Lidl Trek également, la Red Bull Bora Hansgrohe aussi. Par contre, peut-être qu'on peut arriver à taper Q36.5. Ouais, c'était le temps qui était pris sur le 4e d'ailleurs, au passage. La Movistar à 1 minute de UAE. Moi, je dis ça va. On est tellement moins bon au niveau des notes par rapport à cette équipe-là. Alors, c'est rigolo parce que ce coureur-là, Franz, a terminé très très longtemps après tous les autres. Donc, je me suis même demandé à un moment donné si il allait pas être une sorte de hors délai. En tout cas, voilà, nous, on est tous crédités d'un temps intéressant. Il n'y a que Hessmann et Mühlberger qui ont complètement décroché. Mais vous voyez, 26 minutes de retard, Tony Franz, il a bel et bien terminé, puis ça va, il n'est pas éliminé. Bon, très bien. En tout cas, cela plante le décor pour ce Tour de Valence avec Marc Soler, avec Brandon McNulty, avec évidemment Juan Ayuso du côté du AE. On a quand même fort à faire et moi je trouve que c'est un leurre de penser qu'on est favori de quoi que ce soit, comme le jeu nous l'annonce sur l'étape 2. Moi je ne pense pas que sur l'arrivée au sommet on soit si favori que ça, mais bon ok. En face il y a Skelmose et Pedersen, donc deux gros noms de la Lidl Trek. On va voir un petit peu comment on s'organise. Donc là je n'ai pas besoin de prendre en charge le fait de mener le peloton, il n'y a pas de problème, il s'en occupe sans moi. Il n'y a pas besoin de moi là-dessus. On est quand même un peu plus faible. Ça fait plaisir de temps en temps de pouvoir se reposer. Et puis, après, voilà, je vous ai fait un peu de montage pour arriver à partir du moment où ça devient un peu plus intéressant. C'est-à-dire les 50 derniers kilomètres, globalement. Donc, on va peut-être ici se donner la peine de rouler un peu, histoire de voir s'il y a moyen d'éliminer quelques-uns des équipiers, on va dire, de nos rivaux. Donc je vise principalement les 3 équipes qui ont terminé devant nous, UAE, Lidl Trek et la Bora. Voilà, donc Mühlberger au travail pour essayer de dynamiter un peu tout ça. Donc il fait toujours du bon boulot, Mühlberger. Je sens que ça va être une force de cette équipe, surtout sur des plages du calendrier où il va être amené à son pic de forme, où là il va devenir carrément précieux. Donc bon, dans cette première phase du travail, pas grand chose n'a éclaté, mais c'était un petit peu logique. J'ai pas appuyé tant que ça, ni très longtemps. En revanche, dans le final, à mon avis, ça va sauter et on risque de terminer pas très nombreux pour la victoire finale. Donc c'est parti ici, avec une jolie ascension en 2 phases. Donc allons-y. Vous voyez que je n'ai pas de rôle à jouer ici. Ça c'est intéressant, j'aime bien voir ça dans le jeu. Je ne peux jouer aucun rôle car les équipes de mes adversaires sont en train d'essayer de nous faire sauter. Donc voilà, c'est parfait, très bien, message reçu. Donc dans ce cas-là, on se contente d'être nous-mêmes en résistance. Et puis on va voir un petit peu de quelle manière est-ce qu'on pourrait jouer un rôle.
vous voyez ici, en revoyant, puis je me suis fait aussi la réflexion après la course, il y a quelque chose que je me reproche énormément, surtout au moment où la route se resserre dans les 3 derniers kilomètres, c'est cette non-présence à l'avant. Alors vous allez me dire, oui, mais justement, les UAE et les Lidl Trek roulaient très très fort. Il était difficile de se frayer un chemin, ouais, c'est vrai, mais à un moment donné, il fallait peut-être produire un effort un peu plus intense pour mieux se positionner. Pourquoi? Parce que Ciel Moseux sort au bon moment, au nez et à la barbe des UAE, hein, précisément, et nous, on n'est pas du tout en capacité de suivre. Alors après, voilà, en curseur, on va revenir hein, sur McNulty, Ayuso et compagnie, mais c'est un petit peu trop tard. On a laissé Ciel Moseux faire la diff, et le sprint d'Henrik Mas n'y changera rien. Regardez, on va terminer légèrement derrière Ciel Moseux. Donc un petit coup d'épée dans l'eau que cette première étape pour nous. Après, c'est toujours un peu rassurant de se faire battre, même si je suis au courant du fait qu'il y aurait apparemment un petit problème dans le niveau de difficulté réel pris en compte par l'IA. Ce truc-là ne saurait tarder d'être amélioré, très probablement, corrigé. Et voilà, donc on termine ici deuxième, derrière Ciel Moseux, ce qui veut dire qu'on va pas, à part la petite bonification, on va pas récupérer grand-chose en termes de temps sur cette étape 2 vis-à-vis des principaux rivaux. Peut-on viser réellement la victoire sur ce Tour de Valence? J'ai envie de dire, à cause de ce contre-la-montre par équipe qui nous est nécessairement défavorable dès le départ, pas forcément. En revanche, on peut quand même espérer, regardez, on n'est qu'à 1 minute finalement, hein, et beaucoup de place a été faite suite à cette étape-là, puisque beaucoup de coureurs ont été décrochés, et on a plusieurs cartes à jouer à la limite pour essayer de se rapprocher, et peut-être espérer, je sais pas moi, un top 5, un top 3, quelque chose du genre. Parce qu'avec la minute qu'on a subie à ce contre-la-montre par équipe initiale, il n'y a pas mieux à espérer, je pense. Alors cette étape 3, elle va être assez intéressante à jouer, avec, vous voyez, pas mal de difficultés qui précèdent un final quand même un petit peu accidenté, et sur lequel il y a peut-être quelque chose à faire. Je commence par me positionner tranquillement. On n'a pas forcément la pression de devoir mener le peloton. Et on va quand même tenter d'envoyer Javier Romo à l'avant pour voir si ce dernier pourrait éventuellement nous faire une longue échappée. On ne sait jamais comment le jeu peut réagir. Hein. Je préfère tester un petit peu. Je ne suis pas encore parti de loin sur ce jeu pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on arrive à rentrer relativement facilement sur les hommes à l'avant. Puis après, il faut voir si on est en capacité de collaborer. Est-ce que le peloton va nous laisser un petit peu de marge de manœuvre? La réponse est non, parce que en fait, Romo, il a juste 1,25 de retard sur les leaders du classement général, ce qui fait qu'on lui laisse pas vraiment de liberté. Alors après, c'est vrai qu'il est bien plus fort que les hommes de l'échappée, hein. C'est pas le même calibre de coureur, mais bon, UAE roule vraiment fort derrière. Et puis on n'arrivera jamais à prendre l'avance qu'on aurait pu espérer, donc ça ira clairement pas au bout, il reste encore une 60aine de kilomètres. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Tout naturellement, on va demander à Romo de se rabattre, voilà, et de revenir comme ça avec ses compagnons. Et comme ça, en plus, on profite d'une descente pour re-remplir les barres, que ce soit la rouge ou surtout la jaune, plutôt celle-là hein, qui est prépondérante pour assurer jusqu'à la fin de l'étape. Et au final, il n'y a pas eu beaucoup d'écrémage hein, sur ces deux premiers tiers, on va dire deux premiers gros tiers de l'étape. Par contre, on va essayer nous-mêmes d'écrémer ce peloton pour voir à combien on est capable de le réduire. Donc là aussi, c'est un petit test. On va rouler fort. Et puis on va regarder un peu de quelle façon est-ce que c'est faisable. Attendez, pour rouler fort, il faudrait déjà pouvoir le faire. Et je vois que dans cette ascension, Porte del Remedio, en fait, on n'a pas eu, en tout cas dans un premier temps, notre mot à dire, parce que ça roulait très très fort devant. Par contre, là, maintenant, voilà, on commence à pouvoir se porter à l'avant.
Je demande, bah, c'est toujours voilà, hein, Romo qui roule. Après, on va se relayer, il y aura Castrillo également qui va rentrer en scène. Protège Will Barta parce qu'il a +3 de forme du jour et que Will Barta a +3, c'est intéressant. Ça peut en tout cas bien l'être. Henrik Mas est surprotégé, hein, cela va de soi. Et vous voyez, quand même, les efforts combinés du AE plus les nôtres ont permis de réduire le groupe de favoris de manière assez considérable. D'abord une cinquantaine, puis là maintenant une vingtaine au moment de franchir le dernier GPM du jour. Donc bah, c'est plutôt le scénario que j'envisageais, pour être franc. J'avais envie de faire une sélection et on voit que certains ont eu très très mal. Alors voilà, c'est peut-être le moment d'y aller. Castrillo, il reste moins de 20 km. Il y a peut-être quelque chose à faire en fait. Il s'est épuisé Castrillo, hein. Il a vraiment fait le boulot. Et à un peu plus d'une dizaine de kilomètres de l'arrivée, je vais tenter un départ avec Will Barta. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était l'homme protégé juste derrière Henrik Mas dans cette équipe ce jour-là. Et que je me dis que Mas sera plus surveillé par Soler, Ayuso, McNulty notamment, que ne le sera Will Barta, qui en plus a des qualités finalement de coureur de contre-la-montre, ce qui correspond plutôt pas trop mal à un effort solitaire pour essayer de rallier l'arrivée et prendre la victoire d'étape. C'est donc ce à quoi on va s'attacher ici en étant en gestion de sa barre. Alors vous voyez que derrière c'est quand même voilà, les mecs lâchent pas, hein, ils baissent pas les bras, ils roulent tant qu'ils peuvent. On aperçoit McNulty. Vous voyez, j'avais mis très temporairement dans la roue d'Ayuso Henrik Mas. Je m'aperçois que Ayuso il lâche quoi, parce qu'en fait il a fait l'équipier un peu sur cette étape, l'équipier de McNulty, et ils sont à court d'équipier à ce moment-là. Et qui dit à court d'équipier dit comportement classique sur PCM, mais qui quelque part est assez réaliste par rapport au cyclisme. Hein. On n'a plus d'équipier disponible. Le gars qui s'est taillé tout seul à l'avant n'est pas encore en situation de prendre le maillot de leader de la course. Donc, finalement, les mecs capitulent, ils se disent, ok, la victoire d'étape, c'est mort, elle est pour Barta. Et en revanche, on va peut-être juste essayer de maintenir un écart convenable. Ce qui est le Moseux, et c'est pas beaucoup consommé. Tiens, regardez, retour de Solaire ici, pour rouler pour celui qui est vraiment le leader, hein, Brendan McNulty, pour UAE sur cette course-là. Barta lève les bras et terminera avec, finalement, avec accélération finale et sprint des favoris. On aperçoit Vlasov aussi avec Ciel Moseux et McNulty, qu'une trentaine de secondes d'avance. Finalement, Soler a tout donné. Ayuso avait déjà lâché auparavant, que tout comme Wellens. Et c'est surprenant de voir que Mats Pedersen n'a pas été en mesure de lutter jusqu'au bout. J'aurais pensé qu'il serait difficile de s'en débarrasser, le Mats. Mais bon, ok, c'est comme ça. Donc, on va effectuer un petit rapproché au classement général, vous allez le voir, avec cette victoire. Et c'est Will Barta qui, au final, va peut-être s'avérer être notre meilleure chance sur ce Tour de Valence. Donc on va regarder le classement général, voilà, dans un instant. C'est parti. Will Barta 3e, McNulty toujours leader, devrait a priori garder son avance au vu de ce qui reste comme profil d'étape. La 5e, elle est quasiment neutre, hein. Et par contre, sur la 4e, il y a peut-être encore des choses à faire. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Pourquoi ne pas envisager sur cette étape-là de travailler très fort pour réduire, là encore, le groupe maillot jaune, si j'ose dire, et notamment en éliminant le plus de coéquipiers possible. Alors c'est difficile hein, d'éliminer les équipiers de chez UAE, c'est toujours délicat parce que, évidemment, il s'agit de coureurs qui sont très forts et qui seraient, pour certains, ils seraient leaders dans d'autres équipes, hein. On le sait, c'est la problématique du cyclisme actuel. C'est la même chose avec la Visma Lease Bike quand elle est alignée sur une course avec une belle équipe. Puis encore là, on a de la chance, il n'y a pas Pogacar. Donc ça nous permet de nourrir un minuscule espoir. Donc je vais rouler très très fort. On va demander là encore à Romo, ensuite à d'autres, hein, à Castrillo, à peut-être à Roméo, qui sait, hein, de contribuer. Mühlberger, évidemment. On gère notre effort.
on se relaye, on prend pas tous les relais au même moment. Comme ça, on peut arriver à durer et pouvoir regarder si quelque chose est possible. En tout cas, voilà, grosse pression, en tout cas, tentative de pression de la part de la Movistar sur cette étape 4. Donc c'est plutôt sympa parce que ce qui me plaît dans cette équipe, je suis plutôt content de jouer avec parce que je m'aperçois qu'en contre-la-montre, on est défavorisé. Dès qu'on est sur terrain montagneux pur, bah, on est loin d'avoir les meilleurs. Sur moyenne montagne, à la limite, éventuellement on est armé, mais plus par le nombre que en termes de qualité. Et puis pour ce qui est du vallon, tout ce qui est profil vallonné, on n'est pas du tout dominant, loin s'en faut, mais on a encore des petites possibilités. Là encore, le nombre peut rattraper la qualité. Donc c'est plutôt intéressant. Je regrette à ce moment-là pas du tout le choix d'équipe. Je me dis que au final, bah, c'est typiquement ce genre de situation que je voulais jouer, c'est-à-dire difficile. Surtout que bon, à l'épisode prochain, je vous montrerai ce que ça peut donner sur des classiques. Et on pourra constater que sur les classiques, c'est assez compliqué hein, tout de même. Donc voilà, on aura l'homme loop déjà dans quelques minutes, je vous montrerai ça. Mais vous voyez, on a réduit quand même le groupe maillot jaune à 41 coureurs. Donc je suis quand même vachement satisfait. On a fait beaucoup d'efforts. On s'est beaucoup fatigué également. On a sacrifié aussi au passage 2 équipiers qui auraient pu être précieux à d'autres moments, mais il fallait faire un choix. J'ai essayé d'économiser le plus possible Barta parce qu'il a quand même des chances de bien figurer au général, mais avec son -2 de forme du jour, c'est quand même pas évident ce jour-là. Mas va peut-être tenter sa chance à un moment donné, puis notre force principale ici c'est Ivan Romeo pour cette fin d'étape. Donc on va demander à Romeo d'assurer un tempo correct. Il n'y a plus que 30 coureurs dans le groupe maillot jaune. Donc l'écrémage se passe quand même assez bien. Hein. Ça c'est une satisfaction. On arrive quand même à se donner les moyens de réduire le groupe. Après le problème c'est que les tout meilleurs ils sont encore tous là. Hein. Et il y a la possibilité d'avoir fait tout ce travail là pour rien. Dans l'hypothèse où on se ferait surprendre à la fin et où on aurait finalement travaillé pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave, c'était un risque que j'étais prêt à prendre. On aperçoit ici sur la carte, quand on regarde un peu en détail, que les derniers hectomètres sont en pente. Hein, donc il y aura des qualités de sprinter puncher qui vont être requises pour ce qui est de s'imposer dans un sprint éventuel. Ici, tentative d'Henrik Mas. Allez, on sait jamais. Peut-être que ça peut fonctionner. Henrik Mas qui s'en va. Ici, un petit peu avant le sommet. Le dernier sommet du jour. Mais regardez, très rapidement repris. Et repris par notamment un travail d'Ayuso. Hein. Ayuso qui s'est mué en équipier. Ici. Donc après, on se doute bien. Ouais, ça ne réussira pas à sortir. Hein. Je vais tenter un peu avec Barta. Mais on est suivi. On n'a pas des notes de descente qui sont fabuleuses. Ce qui fait qu'on est assez inefficace dès lors qu'on tente ce genre de départ. C'est même un miracle que ça ait marché la veille. Hein. Mais voilà, donc sprint massif annoncé. Sera-ce pour Pedersen, pour Skelmose ou pour quelqu'un d'autre? Regardez-moi ça, flamme rouge, c'est parti. Le sprint est lancé et ce sera le Russe Vlasov qui va ici, regardez, hop, s'imposer de fort jolie manière. Donc comme je le craignais, comme je vous l'annonçais, en fait on a fait le travail pour les autres. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, au moins on a tenté notre chance. Et puis on n'allait pas non plus laisser cette étape se passer sans rien tenter. Donc j'ai pas de regret particulier sur ce coup-là. Même si on perd la 3e place ici par rapport à Vlasov, ok, je crois qu'il y a des bonifs, hein, donc c'est pour ça qu'il a pris quelques secondes. Et puis après, la dernière étape, donc je vous annonçais, c'est une formalité, elle est clairement pas pour nous. On va regarder les meilleurs sprinters présents s'expliquer. Regardez, des 2 derniers kilomètres, Pedersen magnifiquement emmené. Va-t-il réussir à conclure?
il va conclure de fort jolie manière, voilà, avec un petit peu plus d'un vélo d'avance sur Anielowski ou Groenewegen. Donc magnifique, voilà, c'est bon. Le sprinter polyvalent flandrien danois a eu sa victoire. C'était bien mérité. Lidl Trek est vraiment une équipe très forte. Hein. Je crois que si on devait choisir une équipe pour essayer de battre UAE ou de battre Visma, c'est peut-être du côté de la Lidl Trek qu'il faudrait se tourner. Et bon, après, du coup, forcément, elle est un petit peu trop forte par rapport aux objectifs que je me suis fixé moi, qui sont d'essayer de vous montrer le jeu dans ma petite série naissante, je dirais, avec une équipe moins forte pour qu'on soit un petit peu plus en difficulté. On vise le Tour d'Andalousie, mais auparavant, je me suis quand même arrêté à la classique de Jaén. J'aime bien, c'est un profil intéressant. Et en fait, c'est dommage parce que sur cette course-là, on était 2 contre 3 sur le final. Mais malheureusement, le seul UAE qui était encore présent va nous distancer dans les derniers hectomètres, là aussi. Et Ivan Garcia Cortina n'aura notamment que ses yeux pour pleurer. J'ai simulé le Tour des Émirats Arabes Unis. Et puis on se retrouve sur le Tour d'Andalousie. Alors, Tour d'Andalousie avec presque les mêmes protagonistes. Donc c'est toujours intéressant, on peut comparer comme ça. Ça commence par une étape accidentée. Alors forcément, ça va ressembler un petit peu à ce que j'ai proposé tout à l'heure, sur l'étape 3, je crois, du Tour de Valence. C'est-à-dire qu'on va se donner quand même les moyens, là aussi, d'espérer distancer un maximum d'équipiers, voir un peu de quelle manière les choses se décantent. Il n'y a pas exactement la même adversité sur ce Tour d'Andalousie qu'on avait pu avoir à Valence, puisque je trouvais que franchement le plateau sur Algarve, avec Primoz Roglic vainqueur final devant Evenepoel, et sur le Tour des Émirats Arabes Unis également, avec Pogacar vainqueur final, a été plus relevé là-bas, et nous on a quand même face à nous des coureurs de moindre importance. Alors c'est pas grave, tant pis, on prend ce qu'on a, hein, et on va essayer de se comporter correctement. Vous voyez quand même, nos efforts ont payé, puisqu'on va réduire à une 60aine d'éléments le peloton, et puis on va comme ça essayer de continuer. Après, forcément, on s'est un petit peu fatigué, et puis surtout, on n'a pas de qualité de punch, voire même de sprint suffisante pour pouvoir comme ça aller... je dirais, remporter ce type d'étape-là. Donc, on fait le boulot un peu pour les autres. Je m'en fiche. Du moment qu'on arrive à nos fins, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre un bon classement général et qu'on commence à faire le boulot, ça me dérange pas beaucoup. Donc oui, Heiner Rubio est présent ici, alors que j'avais dû le séparer de ces coureurs-là sur le Tour de Valence, parce qu'il était allé... jouer son championnat national de Colombie, que j'ai simulé. Voilà, donc on a bien travaillé, mais le final nous proposera un sprint entre 45 coureurs. Ce sprint, il n'est pas pour nous, hein, on n'est pas bien surpris. Je vous disais à l'instant qu'on n'avait pas de spécialiste. On essaie de devancer pour voir si on pourrait pas jouer quelque chose, mais c'est infaisable en fait. Et voilà, c'est Nicolau qui va s'imposer. Donc la Caja Rural qui gagne ici. Très bien. Et puis, quarantaine de coureurs qui vont être dans le même temps. Et on notera ici qu'il n'y a pas de bonification. Donc, il n'y a pas les 10 secondes, 6 secondes, 4 secondes, là, dont on a très souvent l'habitude. Donc, ça va se jouer uniquement aux écarts. Et puis, de toute façon, pour régler tout, il y a un contre-la-montre individuel en étape 5. Hein, donc, là-dessus, on aura notre juge de paix. Donc, deuxième étape. Ensuite, par contre, avec une arrivée qui peut vraiment nous intéresser ici. Vous voyez, Tiberi, Sivakov, Fortunato ou Van Etvelt O'Connor sont les principaux rivaux sur ce tour d'Andalousie, la Ruta del Sol. Vous voyez, j'adore quand je vois ce final-là, je me dis qu'on a peut-être quelque chose à faire et
peut-être enfin proposer à Enric Mas de lever les bras pour la première fois de la saison. On va en tout cas essayer de s'appliquer pour emmener les choses de la meilleure manière qui soit. Donc Mühlberger et les autres sont soumis à leur travail d'équipier. Pas de problème ici. Et puis, que dire sinon que je trouve que ouais, le graphisme est toujours aussi satisfaisant. À ce moment-là, j'ai pas d'état d'âme négatif par rapport au jeu. Oui, certes, les mécanismes sont les mêmes. Il n'y a pas de révolution dans le comportement de l'IA, mais en même temps, pourrait-il y en avoir un? Ça me paraît pas envisageable. Allez, on va se retrouver ici donc à 6 km du sommet. Je vais laisser cette ascension de manière intégrale. Donc, effort curseur, toujours, petit train avec protection au tout départ. On commence de manière, je dirais, pyramidale avec Romo, ensuite ce sera Aina Rubio, et puis il faudra penser à lâcher Enric Mas au bon moment. J'ai calé Ivan Romeo dans la roue de Mas, parce que comme il y a un contre-la-montre en dernière étape, et que Romeo est meilleur que Mas en contre-la-montre individuelle, je me dis que, si ça se trouve, c'est peut-être Romeo notre meilleure chance, en fait, d'exister ici, hein. Alors voilà, les Bahreïn, entre autres, ont devancé ici. Puis après, là, on va demander à Enric Mas de fournir son effort à un petit peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. Seul Tiberi, l'Italien, va réussir à garder la roue de l'Espagnol, avec quand même aussi une belle performance de Großschartner. C'est Großschartner aussi qui avait gagné la Classica Jaén, dont je vous montrais les images il y a quelques minutes. Voilà, victoire d'Enric Mas, mais ça aurait quand même été difficile sur la fin. Tiberi, il était en train de nous reprendre. C'est la fameuse magie des derniers hectomètres où certains de vos rivaux vont avoir une capacité d'accélération alors qu'ils semblaient incapables de cela pendant le kilomètre qui a précédé. Bon, enfin voilà, allez, on va rien dire. Moi je comprends pas tout, je sais pas comment c'est codé et puis je le saurai jamais probablement. Donc la Movistar permet à Enric Mas de lever les bras. J'espère que c'est pas la dernière victoire avant un petit moment, parce que comme après on va aller s'aligner sur des courses World Tour par étape et qu'on aura une adversité qui sera assez forte, il n'est pas dit qu'on arrive à gagner très très souvent avec Enric Mas. Donc il faut la savourer celle-là. Je ne plaisante pas parce que franchement on sait pas ce qui peut arriver. Étape 3, bon, assez insignifiante en termes d'impact sur le classement général. Ça sent à plein nez le sprint massif, donc on va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. J'ai juste cherché à contrôler un petit peu cette course par respect vis-à-vis de la course, tout simplement. Voilà, je me suis dit, on a le maillot de leader, on va essayer de contrôler tout ça, mais sans se faire de mal. Et puis de toute façon, il n'y a pas d'échappée significative qui a pu réussir à vraiment poser problème au peloton. Sinon, j'aurais laissé l'équipe de sprinters réagir, mais ça n'a pas été nécessaire. Et puis dans le final, regardez, donc voilà, ça va se jouer. J'adore pas, je suis pas très très fan de ces fins là d'étape. Mais bon, victoire de Lonardi. C'est très bien, bravo. Ça fera peut-être partie des axes de recrutement, parce que malheureusement j'ai Fernando Gaviria qui s'est blessé, et Kimolai, qui fut un sprinter dans un temps un peu ancien, qui est à court de forme, et puis que j'ai sélectionné pour d'autres types de courses. Et Garcia Cortina, qui n'a pas les notes nécessaires en sprint, ni en accélération pour pouvoir aspirer à ce type de victoire. Ou alors si on remarque face à un plateau comme celui-là, oui, mais grosso modo, on n'a pas de sprinter. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire par là. Et peut-être que ça peut être un axe de recrutement. Se dire, écoute, on va essayer de prendre des victoires au sprint.
Donc on verra bien. Mais je l'exclus pas à ce stade-là, parce qu'après tout, c'est assez sympa aussi de bosser le sprint avec un train, etc. C'est juste difficilement conciliable selon les situations quand on joue le général. Si on veut être un peu sérieux, on peut pas jouer les deux, quoi. Bon, bref. Étape 4 que vous voyez ici se dérouler, avec une jolie météo de pluie qui permet de voir autre chose en termes de graphisme, hein, tout simplement, du jeu. Je trouve plutôt sympathique toutes ces couleurs, ce temps pluvieux, les petits reflets sur la route, les flaques d'eau. Il y a des efforts qui ont été faits. On voit évidemment qu'on est sur un temps plus sombre, hein, donc on n'est pas du tout avec la luminosité qu'on a dans d'autres situations. Donc moi j'apprécie, je trouve ça joli. Euh, et puis par contre, pour ce qui est de l'étape en elle-même, elle n'est pas passionnante, étant donné que les difficultés sont situées bien trop loin de l'arrivée pour avoir un quelconque effet, impact sur la course. Ici, vous voyez, il y en a qui font un petit peu la course au point, grand bien leur en face. Et puis nous, on va tout doucettement rallier l'arrivée en se disant qu'à ce stade-là, on n'a pas réussi à faire la différence à certains endroits de manière significative, et notamment à l'étape 2. Hein. Donc Mas, il est gravement sous la menace de Tiberi, hein, pour la victoire finale sur ce Tour de Valence. Alors ici, voilà, il y a une toute petite côte qui précède la ligne d'arrivée. Ce sera une victoire pour Molenaar, le néerlandais. Van Etvelt était pas trop mal sur ce coup-là, O'Connor et Grosschartner non plus, et au bénéfice de la place, c'est Tiberi qui va récupérer le maillot de leader à l'issue de cette étape 4. Oui, car Mas termine, vous savez, on fait la somme des places, et puis celui qui a le total le plus faible en cas d'égalité au temps, dans ces situations-là, en tout cas de course par étape, comme on avait sous les yeux ici, hein, c'est celui qui va avoir les meilleures places qui va porter le maillot de leader. Ce sera donc Antonio Tiberi qui roulera en dernier sur le contre-la-montre qui arrive, surtout qu'ils sont à une victoire partout, donc on peut même pas dire qu'ils soient différenciés par le nombre de victoires d'étape, Mas et Tiberi. Et voilà, écoutez, on va disputer un contre-la-montre de 14 km. On s'attend donc à un impact partagé entre la note CLM et la note PRL, prologue. Donc, c'est ainsi qu'on s'élance, avec par contre une heureuse surprise. Oui, génial, on a bénéficié d'un joli +3, et on va pouvoir peut-être regarder si nos investissements en termes d'infrastructure sur Enric Mas portent leurs fruits, ou si ce n'est pas le cas. Donc, on va s'appliquer. J'ai remarqué que après test sur les équipiers, rouler à 86 nous paraît pas délirant, surtout dans la partie montante. Hein, vous voyez les pourcentages en bas à gauche, 3-4% désormais. C'est pas dément, hein, mais il y a un peu de pourcentage. Donc on va voir un petit peu de quelle manière ça peut se passer. Le pauvre Roméo sera quand même grandement desservi par sa forme du jour, ce qui fait qu'il n'aura pas l'occasion ici d'aller chercher une référence en ce début de saison. On est 6e à 13 secondes du meilleur temps à l'intermédiaire, donc c'est pas mal. Maintenant 7e à 14 secondes après le passage de Tiberi, ce qui signifie que mécaniquement on a 14 secondes de retard sur le spécialiste italien. Et par contre dans la descente, je vais essayer de monter un petit peu mon effort. Alors c'est toujours nébuleux la manière dont les barres sont consommées dans les descentes en contre-la-montre. J'ai juste l'impression qu'en cas de descente au-delà d'un certain pourcentage, eh bien, on a possibilité d'aller plus vite, de fournir plus d'efforts sans pour autant que le coureur ne se fatigue. Voilà. Vous avez vu, on a bien résisté, mais Tiberi nous bat pour 4 secondes. Donc au général, ça fera 4 secondes aussi. Grosschartner prendra la 3e place de ce classement général. Et voilà, on est battu. Et
à un certain niveau, bon, il y a les performances de certains là derrière, où je me dis, mais c'est pas possible. En fait, les équipiers, même les équipiers les équipiers de niveau secondaire de certaines équipes sont plus forts que la majorité de nos coureurs, quoi. Bref, c'est un petit peu compliqué, hein, ce cyclisme à trois vitesses. C'est-à-dire qu'il y a les top teams, il y a les équipes un peu comme Movistar, un peu moyennes, quoi. Puis après, il y a le fond. Et ça, c'est pas joli, joli. Regardez, Tiberi, l'équipe, Bahreïn ne lui a même pas offert les infrastructures. Je me suis un petit peu déplacé pour regarder. Almeida non plus. Ça, c'est l'effet de l'augmentation du tarif, en fait. Baron Kenny, qui avait bien performé sur le contre-la-montre à l'instant, non plus. Michael Bjerg non plus. Et si on se déplace du côté de Tadej Pogacar, même sur lui, les investissements n'ont pas été faits. En même temps, il n'en a pas besoin. Mais ça, c'est un changement majeur par rapport à la version 2024, où l'IA avait tendance à se jeter sur les améliorations d'infrastructures. Ben là, j'ai beau me balader, Jevine non plus. On peut changer d'équipe, on peut regarder la Visma Lease Bike pour constater que, regardez, si on va regarder les meilleurs, Vingegaard, mais même Wout van Aert, hein, n'ont pas non plus bénéficié de l'achat des infrastructures. En fait, j'ai l'impression que finalement, il n'y a que Henrik Mas, quoi, parce que moi, j'ai pas eu les moyens d'offrir à plus de coureurs qu'Henrik Mas, mais voilà, Sepkus, on n'en parle même pas, Benoît, bon, voilà, hein, tout un tas de coureurs, maintenant, de moindre niveau, je dirais. Si Vingegaard, de toute façon, et Van Aert ne l'ont pas, c'est que d'autres l'auront pas, et ils n'ont même pas acheté les infrastructures de base, ou alors elles apparaissent pas. C'est à voir. Voilà, donc par contre, Mas, malgré ses achats, c'est quand même fait battre par Tiberi, et malgré un bonus plus 3. Donc peut-être c'était pas non plus le terrain idéal, il aurait fallu que ce soit un petit peu plus... un peu plus de pourcentage en fait, pour que Mas puisse embêter Tiberi. Mais en tout cas, je commence un peu à m'inquiéter, moi, pour l'argent investi. Et j'aurais bien aimé revenir en arrière, parce que cet argent, il risque de nous mettre dans la difficulté. Allez, homme loup à présent. Le Head Newsblad, c'est forcément pour moi le début de saison réel. Une semaine avant les Strade Bianche, avec déjà un premier rendez-vous entre Flandriens. Mais avant de parler de ça, un petit tour du côté de la prospection. Regardez, on est début mars et quelques équipes apparaissent comme intéressées pour... pas beaucoup sont intéressés, mais il se pourrait que l'une d'entre elles, la Cannondale, soit intéressée. Il y a un assistant aussi qui peut nous donner des infos. Enfin, moi, il m'a pas appris grand-chose, malheureusement. Ça reste à regarder encore. La Cannondale serait peut-être intéressée pour faire du co-sponsoring avec Movistar. Bon, on verra. Ce sera une piste qu'on creusera. Surtout que Cannondale est un sponsor du passé que je considère comme hautement non toxique, évidemment, et vis-à-vis duquel j'aurai la plus grande joie de pouvoir signer un accord. Voilà, donc, bon, il y a des possibilités de co-sponsoring, il y a des possibilités de tas de choses, on aura des informations qui arriveront en cours de route, c'est intéressant, il y a des petites icônes, là, vous voyez, qui caractérisent, je dirais, chaque sponsor potentiel. Donc, ça fait partie des nouveautés qui ont été annoncées dans PCM 25. C'est une refonte du système de recherche de sponsors. Alors, je vous annonçais donc le Head Newsblad qui arrive. Donc, c'est l'occasion de vous présenter mon équipe de Flandriens. Oliveira, Garcia Cortina, avec Serrano, Nosgard, Milesi, Carlos Canal et Orluis Aolar. Voilà. Donc ce sera l'équipe qu'on aura le plus souvent sur ce type de course. Mathieu Van Der Poel, Jesper Stuyven, Wout van Aert, pour ne citer que, sont bel et bien présents. On regardera aussi Ineos avec Filippo Ganna. Et puis, écoutez, le Head Newsblad se décante traditionnellement juste après le mur, le Capel Mur. On le sait tous, avec l'enchaînement aussi
finalement assez rapproché à cause de la compression du jeu vis-à-vis du Bosberg, qui est la dernière difficulté. Puis après, il y a un peu de plat, et il faut tenir le coup sur ce plat. Je proclame évidemment Garcia Cortina leader sur toutes ces courses-là, sauf forme exceptionnelle ou échappée magnifique prise par l'un de ses équipiers. Peut-être ça arrivera, hein, on aura peut-être un petit coup à jouer quelque part, mais sinon ce sera toujours pour Garcia Cortina qu'on jouera. Et vous voyez, on arrive ici dans les toutes dernières petites difficultés qui précèdent le mur. Quelques coureurs ont des fourmis dans les jambes et cherchent à devancer, pourquoi pas, hein, devancer le mur. Et donc c'est parti. Regardez, il va se passer un phénomène qui m'a surpris. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. Attention, 3, 2, 1, ça va être bientôt. Sur cette séquence-là, à un moment donné, il y a une relance. Hop là, une relance ou une attaque. Bref, il y a 20 coureurs comme ça qui se font la malle, une vingtaine en tout cas. Et heureusement que Ghana n'était pas de la partie, parce que sinon, j'aurais pas pu bénéficier ici du concours d'Ineos qui roule très très fort pour nous ramener. Bon, après, il faut dire que devant, ils se sont extrêmes, ils n'ont pas non plus confirmé réellement cette attaque. Donc, peut-être un axe encore de développement du jeu, hein, que tirer parti de ce type de situation. En même temps, c'est un petit peu tombé de nulle part, donc assez étrange. Allez, on est en approche du mur de Grammont, donc on va essayer de se positionner, toujours pareil, ici, les pavés, de toute façon, il n'y a qu'une seule règle, positionnement, et ensuite, on croise les doigts quand on n'est pas très armé, comme c'est notre cas. Garcia Cortina arrivera-t-il à survivre? Regardez, 2 fusées qui nous dépassent, nommés Stuyven et Van der Poel. Attaque donc très très violente de Jasper Stuyven et de Mathieu Van der Poel, ici dans le mur de Grammont, ce qui fait qu'ils prennent tout de suite 25 secondes d'avance. Heureusement, d'autres équipes ont intérêt à rouler. De toute façon, nous n'avons pas la possibilité de le faire, on est trop faible. On va donc suivre les Visma Lease Bike, par exemple, qui sont intéressés évidemment par la poursuite, on s'en doute. Les Ineos le sont également. Regardez, si on arrive à passer le Bosberg avec les tout meilleurs, on aura notre chance peut-être de revenir dans la plaine. Regardez, Stuyven a attaqué en fin de Bosberg et a déposé littéralement Mathieu Van der Poel. C'est donc peut-être une victoire en vue pour Jasper Stuyven. Nous, on est dans la poursuite, on est bien occupé. Van der Poel essaie de revenir. On comble pas vraiment le retard par rapport à lui. On va peut-être se jouer tous ensemble une 3e place. On va voir ça. Et puis les équipiers qui sont Northgard ou Aolar commencent un petit peu à capituler. Hein. C'est très très difficile pour eux. Je suis la roue de Wout van Aert. Il y a pire. Hein. Il y a pire comme roue, mais bon, on va voir un petit peu de quelle manière ça se passe. Tish Benoît est encore là pour travailler, mais c'est pas lui qui est principalement à l'œuvre. Regardez, voilà, Ineos et d'autres qui roulent très fort. Et c'est ainsi que, regardez, on va progressivement se rapprocher de Mathieu Van der Poel, qui commence un petit peu à baisser pavillon. Pour Stuyven, la course est gagnée, hein, semble-t-il. Il a pris beaucoup d'avance. Voilà, on rentre sur MVDP. Puis maintenant, il va falloir sprinter pour essayer de jouer une place, si possible. Allez, c'est parti. Sprint. Bon, on n'est pas invité hein, pour la 2e place, mais par contre, on va assurer un top 10 qui me fait grandement plaisir. Ouais, c'est parfait. On a pris ce qu'on pouvait espérer prendre ici. Ça va être une 8e place derrière Florian Vermeersch. Et devant Philippe Ganna. Bon, après, ça veut plus dire grand-chose hein, à partir du moment où Stuyven a gagné en solitaire. Le reste est relativement anecdotique. Donc, magnifique victoire du Belge de la Lidl Trek. On est plutôt satisfait pour une entrée en matière de choper un top 10 comme ça. On notera la magnifique performance de Mikkels de IF1. Et alors voilà, pour ce qui est des courses, ça s'achève là. Mon épisode, je vais encore dire 2 mots afin de vous annoncer ce que je ferai la prochaine fois. Donc évidemment, on s'occupera des Strade Bianche.
Et puis ce sera l'occasion, bon après on enchaînera avec les courses habituelles, mais en essayant peut-être voilà, de raccourcir certains formats et insister sur d'autres points. L'idée sera très certainement d'essayer aussi de sentir à quel point les réglages de difficulté du terrain et de difficulté, on va dire, d'impact des caractéristiques physiques, à quel point tout cela peut avoir un impact. Donc ce sera ce qui m'occupera entre autres, et je pense qu'à ce niveau-là, les Strade Bianche seront lourdes d'enseignements. Voilà, je vous dis à plus pour un épisode 3, prochainement, bye bye.